Juste un petit mot de rappel, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est quand même une complication fréquente, hein, l'infection du site opératoire après chirurgie rachidienne, vous le savez tous. C'est extrêmement difficilement évaluable et quand on lit la littérature, il y a des incidences qui sont extrêmement variables, de 1 à plus de 10% même. Pourquoi ? Parce que les facteurs de risque des infections sont extrêmement multiples et que, bien évidemment, un centre qui fait essentiellement de la chirurgie dégénérative du secteur lombaire ne va pas avoir le même taux d'infection qu'un centre qui fait de la chirurgie de la déformation de l'adulte, et donc pas le même taux d'incidence rapporté dans son article. On peut classer en gros les facteurs de risque en deux grandes catégories liées aux patients, l'âge, l'obésité, le tabagisme, le diabète, ce sur quoi vous aurez une petite action, mais au travers du patient. Et puis lié à l'intervention, à la fois le geste que vous avez réalisé, mais la façon dont vous l'avez réalisé, et puis l'environnement dans lequel vous l'avez réalisé. Là-dessus, il y a plus ou moins de possibilités de prévention. Vous allez voir que je vais vous en donner quelques aspects, mais si vous avez opéré une scoliose et qu'il faut faire T3 bassins, ben vous ferez T3 bassins et l'étendue du geste, il ne va pas changer. Donc ma présentation, elle va s'axer sur trois grands domaines de prévention: l'optimisation préopératoire, l'optimisation de l'environnement et du geste, et puis l'amélioration des soins post-opératoires que vous pouvez réaliser. Et sur ces trois axes, on va voir qu'il y a des stratégies de prévention à la fois simples et rapidement réalisables que vous pouvez mettre en place sans trop de difficultés. C'est là-dessus que j'ai essayé d'axer la présentation, de manière à pas faire le point sur tout, hein, j'en aurai pour des heures et des heures, et ne pas vous parler de choses qui sont irréalistes. Je commence sur l'optimisation préopératoire, un sujet sur lequel j'étais déjà venu vous parler, je crois l'année dernière. La décontamination bactérienne, c'est une stratégie de prévention qui a fait ses preuves dans différentes chirurgies, notamment en chirurgie cardiaque. Ça consiste à donner en préopératoire à la maison, chez le patient, différents produits afin qu'il se décontamine essentiellement du portage du staphylocoque doré, mais en fait ça agit sur quasiment l'ensemble des germes. La plupart des stratégies de prévention sont liées à trois produits, une pommade antiseptique nasale, des bains de bouche et puis un savon décontaminant. On avait réalisé une étude à la fois sur l'hôpital Beaujon de 2010 et 2012 et à l'hôpital Pompidou en 2014 et 2015 sur l'efficacité de cette stratégie de prévention. Et sur les deux sites, on avait évalué une diminution du taux d'infection de l'ordre de 50%. Alors c'était associé également à un peu de modification des pratiques, une réorganisation des soins du circuit du patient, mais globalement, on rentre dans le même ordre d'idées que les différentes publications qui ont été réalisées, et je pense que c'est une stratégie efficace qui est assez facilement mise en place. L'arrêt du tabac, de la même manière, relativement simple, en tout cas à suggérer aux patients, relativement simple à faire si on a des patients qui sont relativement coopérants. D'autres spécialités et d'autres chirurgiens l'ont désormais admise comme étant une stratégie nécessaire avant la chirurgie. C'est notamment le cas des chirurgiens plasticiens et des chirurgiens thoraciques avant la transplantation pulmonaire. Il y a même des stratégies de vérification de l'abstinence des patients avec la nicotinurie préopératoire et des patients qui sont récusés s'ils ne sont pas abstinents. Moyennant quoi, on a une très bonne efficacité sur le risque infectieux de l'ordre de 30% dans les autres spécialités. Ça commence à être un peu publié dans la chirurgie rachidienne, même si il n'y a pas encore beaucoup d'articles sur le sujet. Par ailleurs, ça améliore globalement les résultats, c'est-à-dire les résultats fonctionnels, et aussi probablement diminue le risque de pseudarthrose. Le contrôle glycémique, si on parle rapidement, on avait évalué que la glycémie était modifiée lors de la chirurgie rachidienne. En réalité, contrôler la glycémie, probablement que ce n'est pas une bonne idée. Ça provoque plus de complications, donc plutôt à ne pas faire. Le reste des pathologies prémorbides des patients, l'état cardiovasculaire, l'obésité, tout ça, bien sûr qu'il faut essayer de l'améliorer, mais on est dans une situation beaucoup plus difficile que l'arrêt du tabac, donc je ne vous en parle pas. L'optimisation de l'environnement, j'essaie d'aller un peu plus vite. Un des grands sujets, c'est que faire du traitement de l'air au bloc opératoire. Alors je vous en parle parce que dans quasiment l'ensemble de vos blocs opératoires, maintenant, il y a des flux directionnels, des normes de recyclage particulaire très élevées. D'ailleurs, c'est recommandé par la Société française d'hygiène hospitalière. En pratique,
l'idéal d'un bloc opératoire, c'est ça, c'est-à-dire il y a un flux directionnel qui passe du toit vers la table de votre patient et puis qui éloigne les particules. En réalité, quand vous opérez, c'est plutôt ça qui se passe. C'est-à-dire que plus vous mettez de matériel en dessous le flux, moins c'est efficace. Si vous rajoutez un B-Rugger, globalement, ça ne marche plus. Il y a eu pas mal d'études réalisées à ce sujet. Et finalement, dans ces recommandations, la Société française d'hygiène hospitalière dit que oui, c'est bien, mais que si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave. Ça coûte très cher et on n'est pas certain de l'effet. En revanche, ce qui fonctionne bien, et ça c'est facile à faire, c'est d'arrêter d'ouvrir les portes d'une salle d'opération, d'arrêter d'avoir 50 personnes qui vous regardent opérer, et puis quand vous ouvrez des vis, soit vous le faites juste avant de les poser, soit vous mettez un tissu dessus. Ça a été prouvé par maintes publications que si vous laissez des vis ouvertes sur votre table pendant 3 heures, elles vont être contaminées par les particules. Ça, c'est des gestes faciles à faire, y compris si vous n'avez pas de flux laminaire. Je vous engage à mener ces stratégies de prévention faciles. Et moyennant quoi, la diminution du risque infectieux, elle est pareille, difficilement évaluable, mais pouvant aller jusqu'à 30%. La vancomycine entopique, je vous en parle parce que c'est très à la mode, à la fois dans les publications et puis dans vos pratiques, puisque lors des réponses, vous avez été 25% à déclarer l'utiliser au moins dans certains cas. Il n'y a pas beaucoup de preuves dans la littérature, c'est très débattu, notamment par les infectiologues. Il y a une probable efficacité, mais les conséquences écologiques sont mal étudiées. J'y reviendrai, probablement que ça doit faire l'objet de travaux pour savoir si ça doit faire partie de nos stratégies de prophylaxie. L'antibioprophylaxie, alors est-ce que c'est le Graal ? Oui, probablement, en tout cas pour la grande majorité d'entre vous. C'est effectivement une stratégie de prévention qui est très efficace et largement utilisée, mais avec un certain nombre de règles qui ne sont pas toujours suivies de manière rigoureuse. Alors, dans les recommandations, il faut un protocole écrit, validé par tous les acteurs du soin, c'est-à-dire les infectiologues, les anesthésistes, les chirurgiens et les membres de l'hygiène de l'hôpital, et qui doit être connu de tous et diffusé dans l'hôpital. Avec des molécules qui soient les plus larges possibles, non utilisées en pratique courante pour le traitement des infections, adaptées au spectre de résistance de votre flore hospitalière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recommandation sur une molécule en particulier, mais chaque hôpital, chaque structure doit connaître la flore contaminante et infectante de ses patients et adapter le traitement prophylactique qui doit être réalisé. Et alors, une phrase qui existe, et je voulais rajouter parce que c'est vrai que ça ne rentre pas tellement dans le domaine médical, mais que comme c'est un traitement qui est largement utilisé, il faut que ce soit une molécule la moins chère possible. Les règles d'utilisation, c'est avant l'incision, au minimum une demi-heure avant l'incision, dose unique si vous avez une chirurgie courte ou réinjectée, mais en tout cas pas poursuivi après l'opération. Il y a encore une partie d'entre vous qui avait répondu lors du questionnaire que l'antibioprophylaxie pouvait être poursuivie 24 ou 48 heures après l'intervention. Il ne faut pas le faire, en tout cas dans les recommandations. Les recommandations sont assez floues sur les patients chez qui ça doit être réalisé. C'est systématique selon l'ASFAR quand il y a pose d'implant, et vous êtes 96% à réaliser, et sinon il n'y a pas de recommandation. D'accord ? Donc ça dépend en fait de chaque structure, et le CLIN de chaque hôpital doit se positionner là-dessus, écrire un protocole. C'est possible de le faire, c'est pas nécessaire, en tout cas pas obligatoire, mais il faut l'écrire. Et effectivement, moyennant quoi, c'est probablement la stratégie la plus performante de prévention du risque infectieux. Et là, pour le coup, c'est relativement simple à faire. Vous avez une ou des injections à faire en cas de geste long, et ça suffit. L'optimisation des soins post-opératoires. Alors, de la même manière, on pourrait en parler beaucoup. Un des grands débats, c'est le pansement. Est-ce que vous devez en mettre un ? Lequel ? Comment ? Globalement, il n'y a pas de règle, et en tout cas pas de preuves. Il y a une très belle revue de la littérature de la Cochrane qui répond qu'il n'y a pas assez de preuves pour dire, pour répondre aux deux questions suivantes. Faut-il mettre un pansement ou pas ? Donc il n'y a pas de réponse à cette question-là. Il y a certains pays et certains établissements qui ne mettent pas de pansement, même après chirurgie rachidienne. Quel pansement doit être réalisé ? C'est pareil, il n'y a pas de réponse. En tout cas, il y a une donnée qui existe, c'est que si vous mettez un pansement, il ne faut pas le changer trop souvent. Et ça, c'est relativement bien montré. Refaire les pansements de manière itérative et fréquente en post-opératoire conduit plutôt à une augmentation du risque infectieux. La réhabilitation précoce est un sujet très à la mode, on en a parlé. Il y a probablement associé à la réhabilitation précoce une diminution de l'incidence des ISO. Dans notre expérience, on a globalement l'impression que ça fonctionne.
mais avec pour l'instant pas de significativité, et il y a un grand nombre de biais, c'est-à-dire que dans tous les centres où la RAC a été mis en place, globalement ça a été fait pour l'instant pour les malades les plus simples et les moins à risque, et donc évidemment on a peu d'incidence des infections, mais très probablement que ça a un effet. Voilà, donc les messages simples de la prévention, c'est ceux-là. Je vous remercie de votre attention.